Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Alors avant de démarrer, abonnez-vous, partagez au maximum. On est sur un thème particulièrement tendance. On m'en parle à peu près 10 fois par jour sur les réseaux. Et ben, c'est le match. C'est le match entre le CQP et le BP. Qui est la meilleure école pour former les coachs de demain? C'est un duel de titans, quelque chose qui est devenu une institution en 10 ans, le BPGEPS AF, alors même s'il a changé de nom en cours de route, on y reviendra peut-être, mais euh, contre quelque chose qui est dans l'air du temps, plus court, plus agile, différent en tout cas, le CQP. Alors accrochez-vous à vos haltères parce que on va plonger dans un combat épique entre deux formations de coaching sportif et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles divisent et elles s'affrontent depuis maintenant presque un an. Et pour déterminer qui va soulever le trophée de la victoire dans ce match de champion, j'ai invité deux experts en la matière. J'ai avec moi d'abord Guillaume Schroll. Guillaume, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Alors Guillaume, excuse-moi, à chaque fois je dis que que tu es l'élément le plus actif de France Active, mais du coup ça marche plus parce qu'on a on a changé de terme. Oui, ça s'appelle Active FNEAPL, le syndicat. Et, Alors je peux dire que tu es le plus actif d'Active. non. Je suis actif dans le collège formation, mais il y a des personnes, et dont le président du syndicat, Thierry Doll, qui sont très, très actifs. C'est vrai Et qu'il est actif, Thierry Doll. C'est vrai qu'il est très très actif. et puis, on a un conseil d'administration. Donc, on va dire que je m'occupe de la partie formation. Je ne suis pas tout seul et on est quand même nombreux, puisqu'il y a 15 administrateurs aujourd'hui au sein d'Active qui ont chacun des domaines différents et aussi des activités de pleine nature. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est sûr que toi, tu n'es pas un passif. On s'est connus à l'époque où tu dirigeais un organisme de formation, un OFBP. Donc, quand on parle de brevet d'État et de brevet professionnel, tu sais de quoi tu parles. Tu en as formé à tour de bras à Lyon. Et puis, Exactement. je ne dis pas d'ânerie si je te présente comme l'un des architectes du CQP, quelqu'un qui avait envie de proposer une vision en la matière, alternative à ce qui se faisait. Oui. Disons que j'ai piloté le travail. J'ai eu cette chance-là et d'être à ce moment-là à la bonne place, on va dire, pour piloter ce travail. Donc, en lien avec et le syndicat Active, mais aussi la Fédération nationale de fitness de Christophe Antonson. Et donc, on m'a confié cette lourde tâche de d'écrire ce nouveau titre avec une vision professionnelle. Donc, on va dire que j'ai été la plume, mais je n'ai pas travaillé seul. Et cette certification, elle est sortie vraiment d'une réflexion collective et d'une vraie interrogation des professionnels pour qu'on aboutisse à quelque chose d'efficace. Hyper intéressant, on va y revenir évidemment. Je vais vous présenter le déroulé très, très succinctement, mais on a, après la plume, je vais vous présenter quand même la masse. Je vais vous présenter l'homme le plus fort autour de la table aujourd'hui, c'est simple, il est champion du monde de masse belle et c'est notamment le fondateur de la masse trainer. C'est comme ça que vous le connaissez peut-être, mais c'est pas pour ça que je l'invite aujourd'hui. Didier Zoya. Didier Zoya, d'abord c'est mon copain, et puis ensuite c'est le directeur de l'organisme de formation hyper innovant d'Amalis. Pourquoi je dis hyper innovant? Parce que c'était le premier à proposer un BPAF entièrement digital, quasiment entièrement à distance, puisqu'il y avait une semaine de rassemblement physique à Pau dans son organisme. Et lui aussi, c'est un des premiers à tout de suite embrasser le CQP. Donc, il va nous témoigner de tout ça. Didier, en tout cas, c'est super cool de venir prendre un petit peu de temps pour échanger avec nous. Mais merci de l'invitation, ça me fait plaisir un petit peu de venir argumenter pour les deux diplômes en fait. Voilà, parce qu'il n'y en a pas un qui va démonter l'autre, mais il y en a un qui sera complémentaire et puis les deux ont des atouts à mettre en avant et donc c'est ceux dont on va parler. Donc c'est avec plaisir que j'ai rejoint ton invitation. 4 points aujourd'hui qu'on va aborder tous ensemble. Au cœur de la bête, les contenus. Concrètement, qu'est-ce qui va opposer ces deux formations? On va faire un point sans langue de bois. Et puis ensuite, ce que j'ai appelé l'art de la flexibilité, cette deuxième partie qui concerne l'accessibilité et la durée. Est-ce que vraiment les deux diplômes et les deux parcours se valent pour un résultat identique sur un marché qui a évolué? Et puis, en troisième point, on verra l'arène des opportunités. Quels sont les débouchés et les carrières
qui vont amener nos futurs coachs à explorer dans leur vie professionnelle. Et puis, le grand dilemme à la fin, qu'est-ce qu'on choisit, hein? Quel est le choix final de cet épisode? Qu'est-ce qu'on va vous recommander? Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout parce que là aussi, on sera très objectif puisque tous les gens autour de la table organisent ou ont organisé les 2 formations. C'est parti, on va commencer tout de suite par les contenus. Alors, décortiquons ces 2 formations pour bien comprendre quels sont les modules, les compétences, quels sont les niveaux d'exigence qu'on va avoir sur les 2 formations. Je vais te laisser la parole en premier, Guillaume. Oui, alors déjà, on est sur des architectures de formation qui sont assez proches, en fait, en termes de compétences professionnelles. C'est-à-dire que, et c'est ça qui peut un petit peu froisser certaines personnes, c'est que finalement, on a une architecture de diplôme qui est basée sur des compétences. Et la compétence, c'est une compétence pour nous de coach sportif, que ce soit en cours collectif ou en musculation, personal training. On a donc des contenus qui ont pas mal de points communs sur un certain nombre d'aspects. Après, ce qui a été très important sur le CQP instructeur fitness, ça a été quand même de chercher l'efficacité, ou on va dire l'efficience, et donc de proposer un volume horaire et des contenus qui soient adaptés aux compétences que recherchent les employeurs. Donc, on a articulé en 6 unités de compétences le diplôme CQP fitness avec alors une première unité qui est de la sécurité de base, on va dire, qui est voué d'ailleurs à disparaître au renouvellement parce que finalement, ça fait un petit peu double emploi avec les prérequis. Une unité de compétences sur l'accueil clientèle, l'accueil client, accueil du public. Et puis ensuite, on a les sciences, bien évidemment, anatomie, physiologie et nutrition. On a insisté sur la nutrition qui était peut-être pas, enfin, en tout cas pas intitulée comme ça dans le BPGEPS. Ensuite, on a une partie très importante qui est marketing et communication. Aujourd'hui, dans les salles, le coach sportif doit être capable de vendre. C'est important qu'il puisse vendre le produit, parler à ses adhérents de ce qui est possible. Donc, on a insisté là-dessus. Et puis après, les UC cœur de métier avec une UC 5 pédagogique et une UC 6 technique. Donc en plus, c'est non content d'être un diplôme vraiment qui cherche à répondre au maximum aux besoins du marché et donc des employeurs, et donc de maximiser les chances des candidats d'être en adéquation avec ses attentes et de trouver un emploi finalement. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en plus de ça, c'est un diplôme qui se remet très vite en cause, puisque quand tu parles de reconduction, on parle là, dans 2 ans, on ne parle pas de l'inertie de 5 ans en 5 ans du BPAF. Oui, alors c'est parce que aussi, comme c'était un premier dépôt auprès de France Compétences, on nous a donné 3 ans. Donc on a 3 ans pour faire nos preuves, entre guillemets. Et au bout des 3 ans, effectivement, il y a un renouvellement, et ce renouvellement, il commence dès maintenant. Et c'est vrai que ça demande une certaine flexibilité, une agilité, comme tu le dis, parce que on est déjà en réflexion en fait sur la suite. Déjà, on va devoir passer en bloc de compétences et non plus en unité capitalisable ou unité de compétences. Donc, ça va être un changement. Et puis, les professionnels sont déjà en train de vouloir des choses un petit peu différentes pour l'avenir, parce que le fitness change vite, les pratiques évoluent. Et on va faire en sorte que lors du renouvellement, on soit encore plus accolé aux compétences qui sont recherchées. Alors, UC, UE, bloc de compétences, ça pourrait sonner comme finalement changer de nom. Il y a des modes administratifs. Cette fois, je trouve que là, c'est l'ancien directeur des formations de la Fédé d'Altéro qui parle. Cette fois, je trouve que c'est un peu différent. Je trouve que c'est un peu plus que ça. Il y a une intention dans le bloc de compétences qui, moi, me parle énormément. C'est-à-dire que là, on est en train de parler des cordes du métier et ça change tout, je trouve, dans l'approche. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça devrait tout changer. C'est-à-dire que la réflexion sur les blocs de compétences va devoir amener une réflexion. Elle a commencé au niveau du ministère des Sports. Et entre les titres de la branche du sport, les CQP, et les titres d'État, et même l'université, on devrait avoir des correspondances, finalement, avec ces blocs de compétences. Qu'est-ce qui va ressortir du chapeau? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des complexités, tu les connais bien, Aurélien, à la fois des complexités liées
à des questions un petit peu stratégiques et politiques, et puis à la fois des complexités réelles, parce que pour qu'il y ait des connexions, on parle aussi des différents niveaux, les titres et diplômes ne sont pas tous au même niveau. Donc, je ne sais pas vraiment aujourd'hui sur quoi ça va aboutir en termes de praticité sur les correspondances et sur les parcours. Aïe, 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 attention à faire trop de stretching, à pas se faire un claquage. Heu Didier, du coup, toi, une fois qu'on a dit ça, on a posé un cadre très clair sur le CQP. Quelles évolutions tu vois par rapport à ce que tu as organisé pendant des années sur le BP, purement en termes de contenu? Mhm. Alors, moi, dès le départ, je vois comme grosse différence au niveau des deux diplômes, c'est l'esprit dans lequel ils ont été imaginés. Le BP est très ambitieux. 6 domaines de compétences, il couvre tous les champs d'application de la prépa physique. Sur le papier, cherchons pas, il n'y a pas mieux. Et puis à côté, on a un diplôme qui, lui, vient du terrain, est réaliste par rapport aux besoins d'un coach dans l'immédiat. Et, et dans la pratique, on s'aperçoit en réalité qu'on enseigne des choses dans le BP qui sont pas forcément maîtrisées à l'issue, qui sont pas forcément bien comprises et difficiles à mettre en application. Alors au bout d'un moment, on peut se dire, ben oui, effectivement, ce CQP qui va à l'essentiel, qui prend des domaines de compétences qui sont aujourd'hui indispensables. Je pense à la nutrition, je pense à ce dont a parlé Guillaume sur la capacité à un jeune coach à vendre quand on trouve du travail dans une salle, vendre des abonnements, séduire une clientèle, être en capacité de remplir une salle de sport en communiquant sur les réseaux, des choses comme ça. On s'aperçoit là qu'on a un vrai manque aujourd'hui, un côté un petit peu poussiéreux dans le BP, que le CQP a gommé. Et en ça, il est tout à fait d'actualité. Et aujourd'hui, ce CQP a de vrais atouts. Qu'est-ce qui permet après, en tant qu'apprentissage, qu'est-ce qu'on a pu faire qu'on faisait peut-être pas ou qu'on faisait aussi dans le BP? Ben, moi, pour ma part, chez Damalis, c'est d'inviter, comme tu es venu tous les ans, des conférenciers divers et variés pour venir apporter du contenu. Et puis, étonnamment, je dirais, qu'est-ce qui, c'est un petit peu la mise en fonctionnement du CQP, la capacité à pouvoir faire un petit peu du distanciel, à avoir des séquences de formation et d'autres dans lesquelles on est en structure. Ben, tout ça, ça nous permet d'avancer petit à petit, d'enseigner des b.a.-ba qu'on met en application sur le terrain, là où le BP, lui, est plus avec une fréquence beaucoup plus rapide dans les apprentissages. On a cours mercredi, jeudi, vendredi. On est en structure lundi, mardi et comme ça pendant quasiment 10 ou 12 mois. Et donc, ce CQP, on peut le mettre petit à petit en application. Tous les apprentissages en matière de nutrition qui ne sont pas dans le BP, ben là aussi, on a le temps peut-être de les assimiler, de les mettre, de les tester sur des clients, de voir un petit peu, d'apprendre à filmer et de communiquer sur les réseaux. Et donc, on a un vrai projet de communication là où le BP est imaginé en projet pédagogique. Et ce que je pourrais peut-être reprocher dans le BP, c'est qu'on met dans les mains d'un tuteur pendant 10 mois un gamin ou quelqu'un d'un petit peu plus vieux, mais sans rien lui demander au bout du compte comment ça s'est passé. Est-ce que tu es en capacité de valider toi aussi une UC éventuellement? Là où dans le CQP, on va voir le tuteur et dans l'UC2, ben, on lui demande vraiment un avis de terrain, qu'est-ce qu'il a appris, comment il a été assidu, est-ce qu'il y a eu des absences, enfin bon, tout un tas de trucs qui font partie du métier. Et le tuteur a son avis à donner. Alors, il n'est pas décisionnaire de l'UC, c'est le jury après qui, au vu
des notes du tuteur. C'est le jury qui sera, lui, en capacité de décider si oui ou non le stagiaire ou l'élève a fait l'affaire. Mais c'est, je pense, aujourd'hui indispensable d'aller voir le tuteur en structure et de lui demander un avis écrit sur ce qu'a fait son tuteur. Donc là, tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment supplémentaire au BP et qui fait du CQP un vrai diplôme de terrain. On ne va pas lâcher un gamin ou un apprenti dans la nature sans être allé voir réellement qu'est-ce qui s'est passé en structure et avoir un avis écrit de la part du tuteur. Tu vois, je pense que là… Hyper intéressant. Ouais. Je rajouterais, excuse-moi Aurélien, Non, vas-y. Je rajouterais que dans l'évaluation, un cœur de métier, donc 5 et 6, il y a l'obligation dans la commission d'évaluation d'avoir 3 personnes, dont un employeur, manager ou employeur. Et ça aussi, c'est vraiment un élément fondateur de ce CQP, c'est de vraiment montrer que ça vient du terrain, comme le disait Didier, et que l'implication des professionnels est très importante pour donner du crédit à ce diplôme, mais aussi pour que les stagiaires sachent que derrière, ils ont des personnes qui peuvent les employer. Ouais, super, super intéressant. Effectivement, moi, ce que j'ai vécu dans mes années au ministère, ce sont des diplômes un peu déconnectés des sphères professionnelles, puisque pilotés par des gens qui travaillent pas ou peu ailleurs qu'en structure associative, voire même d'ailleurs qui ne travaillent pas en structure associative du tout, donc qui sont sur une perception des choses un petit peu limitée en fait. Ils n'ont pas une vision très claire de ce qu'est le métier et dans son entièreté. Et c'est vrai que résumer le métier à des problématiques, je dirais, techniques, c'est en termes de, quand je dis technique, c'est technique d'haltérophilie, technique de force athlétique, technique de musculation, technique de coaching. C'est évidemment occulter tout un pan du métier qui n'est pas moins important. Alors, il les intéresse peut-être moins, ces gens-là. Peut-être que ça les concerne moins. Mais il ne faut pas du tout passer à côté de ça, parce que sinon, les gens sont difficilement employés derrière. On a d'un côté un éducateur sportif, je parle du BP dans l'esprit, même si le CQP obtiendra la carte professionnelle d'éducateur sportif aussi, mais dans l'imagination du diplôme, on a vraiment d'un côté l'éducateur sportif qui est dans sa salle et à qui on donne le savoir pour réaliser un bon cours. Mais faire un bon cours quand la salle est vide, c'est pas forcément être un bon coach. Et un bon coach aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en capacité de remplir sa salle. D'abord, avant de donner un bon cours, remplis ta salle. Et je vois trop de bons élèves BP ne pas savoir remplir la salle, là où je vois aujourd'hui avec plaisir des élèves CQP moyens, parce qu'une formation plus courte, parce que des savoirs un petit peu plus essentiels et peut-être un peu moins larges, mais ça viendra par la suite, donnant à chaque étape de la carrière les savoirs nécessaires à pouvoir gravir les marches. Et donc, apprenons d'abord à trouver un travail dans une salle de remise en forme, donner un cours avec les b.a.-ba et savoir communiquer sur ce cours-là et en faire. Et l'employeur sera d'autant plus content d'avoir un CQP qui sait communiquer qu'un beau BP dans sa salle qui croit qu'être coach, c'est simplement faire un cours de renfort. Ouais, hyper limitatif, c'est vrai, et ça fragilise les gens. Derrière, ils sont un petit peu perdus quand ils arrivent parce qu'on va leur demander de faire beaucoup plus que ce pourquoi ils ont été formés. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas de réflexe en la matière, ça peut en plus créer des décalages de perception de ce qui est vraiment l'attendu au final du métier. Oui, c'est clair que je pense qu'il faut bien comprendre que le CQP instructeur fitness a été réfléchi comme un diplôme d'entrée dans un secteur professionnel et pas comme une fin en soi. Alors ça, c'est un élément sur lequel j'ai envie de rebondir parce que quand on a tué les BE, bon, moi j'étais dans la catégorie un peu des nostalgiques quand même. Aujourd'hui, il y a des conservateurs, c'est normal. Il y en avait hier et très honnêtement, moi j'en faisais partie. Parce que j'étais attaché à cette formation initiale qui était puissante, qui était solide. Je veux dire, quand on arrivait, qu'on avait un BE métier de la forme, on n'était pas pris pour un blaireau.
Et quand on arrivait, qu'on avait un BE à Cumèze, alors là, on était pris pour un super-héros, quoi. C'était BE2 à Cumèze, on disait ça, c'est solide, ça. Sauf que le super-héros, ses pouvoirs, ils duraient 5 ans. Parce qu'au bout de 5 ans, il était has-been. Et le problème, c'est que la formation, elle était tellement solide que ça devenait un espèce de sésame qu'on déclenchait pour la vie tout entière. Et c'est là que moi, j'avais trouvé la première construction du BP AG2F à l'époque, assez intelligente, avec 10 UC, hein, tu te rappelles, elle était grosse, cette formation, enfin, elle était variée en tout cas. Et je la trouvais assez maligne parce que le but du jeu, c'est peut-être de faire valoir la formation tout au long de la vie, en fait. C'est un peu ça l'idée du législateur à l'époque. Oui, et puis pour le coup, c'était novateur parce que c'était exprimer des gens en compétences. Je veux dire, on a été une des premières filières à faire ce travail et à le globaliser. Donc, moi qui ai mis en place parmi les premiers organismes de formation de BPGEPS, puisque je crois que notre centre de formation avait été habilité en 2002 ou 2003 pour les premiers BP, donc c'était très rapide après la réforme. On avait ce travail sur les compétences et ce qui renversait complètement la philosophie de la formation. Et c'est pour ça que, moi, je reste quand même aussi un adepte du BPGEPS, parce que ça a été réfléchi avec des compétences métiers quand même. Même si on peut critiquer certaines lourdeurs, même si on peut critiquer certaines choses qui sont pour moi plus de l'ordre de la politique que de la formation, ce BPGEPS, il a représenté une vraie évolution. Et à l'époque, il était très décrié effectivement par ceux qui avaient un brevet d'État. Mais au final, il était déjà une avancée en termes des compétences qu'on souhaitait dans les salles, dans les structures de remise en forme en particulier. Donc, je pense qu'on a effectivement une guéguerre entre le savoir et la compétence. Alors là où cette belle vision a fait pchit, en fait, et a comme souvent accouché d'une souris, en fait, c'est le moment où on n'a pas tenu la promesse initiale de la formation continue, et où finalement on s'est retrouvé avec une formation initiale au rabais, du coup, plus courte et plus sommaire. Et au final, c'est redevenu après quelques années un nouveau sésame. Et aujourd'hui, on le voit, les gens se raccrochent à ça comme si c'était fantastique en l'opposant au CQP, alors qu'en toute objectivité, ça ne forme pas des pros très autonomes. Ça n'est que le début, quoi qu'il arrive, de leur aventure professionnelle. Et puis là où ça est devenu une vraie usine à gaz, c'est quand on a commencé à avoir ces commissions paritaires qui mettent tout le monde autour de la table avec des petits avis de partout, des compromis, des compromis intenables, finalement un espèce de diplôme un peu fourre-tout. On essaye de contenter un peu tout le monde au lieu d'aller au fond des choses une bonne fois pour toutes. Puis on se retrouve avec un truc qui est très très insatisfaisant de mon point de vue, très décevant par rapport à la promesse initiale, et qui justifie qu'on se repose des questions différemment et qu'on aille au bout de cette expérience d'une formation rapide initiale en faveur d'une formation tout au long de la vie. Mais toutes ces problématiques sont très franco-françaises, parce que en fait, notre réglementation a mis en exergue le diplôme comme étant le sésame, comme étant le Graal, alors qu'au final, un diplôme n'est qu'un point de départ finalement à chaque fois. Et malheureusement, on n'a pas su pour l'instant développer la formation continue. C'est-à-dire qu'on a tous fait des tentatives et on le fait encore dans les centres de formation avec des offres de formation continue. Pour l'instant, elles ont du mal à décoller. Donc, alors, il y a toute une formation continue qui se passe aussi par toi-même. Il faut aussi pas responsabiliser les gens, bien sûr. Voilà, Ouais, je pense que tout ne passe pas toujours que par des étapes de formation dans un centre de formation, mais par contre, cette prise de conscience qu'on doit continuer à se former tout au long de la vie, je pense qu'elle est stimulée aussi par une formation comme le CQP. Ouais, je suis complètement d'accord. Elle devient nécessaire puisque, évidemment, on est sur une formation courte, rapide, qui nous jette dans le grand bain très vite. Si on nage pas, on coule. Et si on ne trouve pas des meilleurs appuis très vite, on nage moins vite que les autres. Donc, il faut apprendre, il faut se développer. Et la formation continue, comme tu le dis, il y a plusieurs essais. Alors moi, j'incarne un essai plutôt réussi, puisque j'ai plus de 6000 élèves qui se forment sur des capsules courtes, sur des formations comme coach mobilité, coach récupération, sur des formations un petit peu plus longues. Et pourquoi ça a du mal à exploser
et même parfois à décoller, eh ben, c'est parce qu'on est rejeté sur ces formats-là de tous les secteurs de financement possibles, au profit de formations. Enfin, on sait que les critères de validation sont très très discutables, et on se retrouve avec un choix de formation dans le cadre du CPF qui est complètement ubuesque, limité et ubuesque, et puis des critères d'attribution qui sont très 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 discutables. Et Et on se retrouve à avoir des gens qui cotisent, qui travaillent dur pour cotiser à cette formation continue tout au long de la vie, et auxquels on ne donne pas accès à des vraies formations, alors que même qu'il y a des critères de qualité comme Calliope qui sont déjà très très solides quand même. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Didier, qui fait un peu de Je formation suis, continue? je suis entièrement de ton avis. Effectivement, les critères d'admission CPF sont opaques. Là où, à la limite, Calliope sont compliqués et on y passe du temps et sont vérifiés tous les ans et demi. Mais c'est très clair. Ah ouais. Au moins, les règles du jeu sont claires. Et au moins, c'est clair. Mais alors, le CPF, c'est complètement opaque. On va avoir des formations pilotes à 2500 euros. Là où un coach mobilité, pour l'avoir faite chez toi, coûte pas le tiers du prix, quoi. Et pourtant, apporte de réelles compétences et sont indispensables aujourd'hui. Des formations pilates. Aujourd'hui, on vit quand même une époque où, effectivement, comme disait Guillaume, si on veut se former, on a de quoi aller et être un minimum curieux. On a de quoi trouver l'essentiel aujourd'hui des formations et des contenus. Mais enfin, si jamais on veut, effectivement, on a philosophie du financement en France. Donc, on va chercher son financement. On a des budgets aussi. Donc, tu parlais de cotisation. Effectivement, on aimerait bien les employer sur des formations utiles et on ne les trouve pas tout le temps, quoi. Tout à Bon, fait. moi, personnellement, en tout cas, pour ma formation continue et mon CPF, franchement, pour avoir regardé le catalogue, je ne sais pas quoi faire. Donc, Ah si ouais. quelqu'un de France Compétences m'écoute, et s'il a une formation à me proposer dans ma branche, ça m'intéresse parce que pour l'instant, les critères font que tout ce qui m'intéresse, je le paye tout seul comme un an. Alors, bon, le premier point, je pense qu'on l'a bien abordé. Vous retenez la chose suivante, c'est que les contenus sont au cœur un petit peu de la réflexion. D'un côté, un diplôme conservateur techniciste qui met au cœur des problématiques la pédagogie de l'entraînement et de l'éducation. Et puis de l'autre côté, ces contenus qui sont toujours abordés, toujours pris en compte, évidemment, ils sont centraux, mais en plus de ça, d'autres compétences métiers qui viennent compléter et qui répondent non pas à ce que quelqu'un qui a conçu le diplôme il y a 5, 8 ou 10 ans avait en tête à ce moment-là, mais bien ce que les employeurs attendent des professionnels qui déboulent sur le marché. Et du coup, on en vient à parler au deuxième point, celui que j'ai appelé l'art de la flexibilité, où on va vraiment parler d'accessibilité et de durée. Qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui nous autorise à faire? Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui attendent d'une formation? Et encore une fois, quelle est la tension sur le marché qui nécessite d'ouvrir ou de fermer les vannes d'arrivée de force humaine? Déjà, moi, ce que je pourrais dire, c'est que la réflexion, elle est venue vraiment des professionnels. Pour ce qui est de la création de ce CQP instructeur fitness, moi, j'ai eu une commande qui était très claire. C'était l'accessibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des passionnés de fitness qui sont dans l'impossibilité de se former, enfin, avant l'arrivée du CQP, des personnes qui ont une vie professionnelle déjà, qui ont une vie familiale, qui ont des projets, qui auraient des projets pour le fitness, mais qui ne pouvaient pas les mettre en œuvre dans le passé, avec des formations trop contraignantes. Donc, et ça s'est beaucoup inspiré aussi de d'autres pays où il n'y a pas la réglementation à la française, et avec une vision internationale du fitness. Et donc, et les premiers résultats le montrent, les personnes qui viennent se former dans le CQP instructeur fitness, dans une très très grande majorité, sont des personnes en reconversion, des personnes qui sont, j'ai envie de dire, en évolution, puisque finalement, aujourd'hui, on change de métier plusieurs fois dans une vie. Donc, je pense que ce phénomène, il va durer. Et on manque des personnes qui pratiquent le fitness, qui sont dans les salles et qui ont envie d'en faire leur métier, soit en totalité, soit partiellement, et qui ont trouvé, grâce au CQP, une façon de faire cette formation et de changer de métier beaucoup plus facilement. Donc, cette philosophie-là, elle est très inspirée finalement d'expériences dans d'autres pays.
Je confirme, moi j'ai 2 promos actuellement en cours. J'ai une moyenne d'âge sur le CQP qui est de 35 ans et 33 ans sur la deuxième, et j'ai une moyenne d'âge sur les BP qui était à peine de 22-23 ans, parce que il y avait un vieux de 38 qui avait réussi à rentrer, à passer ce duc léger et à rentrer. Voilà, donc les critères d'entrée aussi dans la formation, plus que la flexibilité de la formation, les critères d'entrée sélectionnent aussi les candidats. J'ai vu combien de fois en BP, à cause du duc léger, des gens spécialisés en haltéro, ne pas atteindre, évidemment, quand on pousse 180 en squat, on n'atteint plus le palier 10, et pourtant on est tout à fait compétent dans le domaine du diplôme. Donc un Luc Léger qui, d'après moi, est complètement aberrant, palier 10 pour une formation où on parle d'haltérophilie et de musculation, de culturisme, quelqu'un qui fait 20 kilos de plus que sa taille, faut pas rêver, il montera pas non plus. Et pourtant, je pense que cette personne a les capacités de trouver un emploi après dans une salle de remise en forme ou d'être un vrai pédagogue. Et puis, une fois qu'on a passé 35-40 ans, effectivement, palier 10. Et pour autant, est-ce qu'on n'est pas un vrai pédagogue après 20 ans de milieu associatif ou 20 ans de pratique de musculation? Est-ce qu'on a besoin d'un palier 10, d'un Luc Léger pour entrer dans une formation de coach sportif? Voilà. Des gens blessés, j'ai eu des anciens de l'INSEP qui sont rentrés par le biais des formations de la FFHM, coach haltéro et coach musculation fonctionnelle, qui donnaient l'équivalent des TEP. Donc c'est pour ça que ces gens se sont retrouvés après dans un parcours BP, mais de vrais sportifs de haut niveau avec des croisés pétés, des problèmes sur les tendons d'Achille, et qui ne pouvaient pas réussir en Luc Léger. Et pour autant, est-ce que ces gens-là n'étaient pas des vrais sportifs? Voilà. Donc les tests de sélection aussi, dans un APT, on demande un palier 9 où il y a du sport co, et en haltérophilie, on demande un palier 10 où il n'y a pas on nécessite pas de courir. Donc voilà, il y a des critères qui font aussi que le diplôme va pouvoir s'ouvrir à une catégorie de la population et pas à une autre. Les systèmes de financement, le BP lui offre la possibilité de partir vers un contrat d'apprentissage, donc ça veut dire là encore en faveur des moins de 25 ans. Les plus de 35, faut pas rêver, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas la possibilité de faire une formation un petit peu en distanciel ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, le CQP répond sans peut-être l'avoir imaginé, mais il répond aussi à aujourd'hui ces problèmes de reconversion, ces problèmes. Voilà, quand on se reconvertit, on n'a pas 21 ans, quoi. On en a. On l'a imaginé, hein, Didier. On l'a imaginé. Tant mieux, tu vois, parce que le moi, résultat. Je me suis beaucoup servi de mon expérience d'organisation de formation. Pendant 20 ans, j'ai managé de la formation et je me suis heurté à ces tests de prérequis, ces TEP, ces fameux TEP qui, pour moi, sont un non-sens dans la mesure où on fait une formation. Ce qui est important, et je me suis toujours battu là-dessus, et ça a toujours été une argumentation que j'ai donnée, c'est la sortie de formation qui compte. Alors, bien sûr qu'il faut être sportif pour être coach sportif, mais est-ce que pour autant, il faut être performant en sport ? Je n'en sais rien. Moi, quand j'avais des élèves qui avaient des promesses de contrat de professionnalisation, qui étaient donc parfaits, qui correspondaient pour un employeur, et que finalement, tout leur projet tombait à l'eau parce qu'ils avaient raté une traction ou bien un prérequis de cours collectif, je trouvais ça pas normal. Pas normal. Et encore une fois, je pense que l'employeur, c'est celui qui va payer à la fin du mois, c'est celui qui sait ce dont il a besoin. Et quand on voit que finalement, les paramètres les plus importants aujourd'hui, c'est quoi? C'est le savoir-être, c'est arriver à l'heure, c'est avoir le sourire, c'est avoir la patate quand on est dans un club de fitness, donner envie aux pratiquants. Et ça, ce sont des compétences que l'on n'a pas dans les prérequis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a pensé le CQP instructeur fitness avec des prérequis qui soient vraiment le B.A.B.A. technique, point barre. Un B.A.B.A. technique qui permet de dire que cette personne pratique, mais pas cette personne est performante. Et ça, c'est un vrai changement. Alors, moi, je suis un peu moins complaisant que vous en la matière. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet, mais je vais le donner aux auditeurs. Ils se doutent un petit peu de ce que j'en pense. Moi, je pense qu'effectivement, un employeur sait mieux qu'une DDJS ce qu'il lui faut. Ça, c'est une évidence. Il est évident que tous ces tests sont débiles. Je vais pas mâcher mes mots. Un Luc Léger pour tester des gens qui vont devenir coach sportif, prof de fitness, prof d'haltéro même, ça n'a ni queue ni tête. On marche sur la tête, littéralement. Ceci étant, face à un défi
de palier 10, j'ai du mal à comprendre quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas un palier 10, pour moi, c'est pas qu'il n'est pas sportif, c'est qu'il n'est pas en bonne santé déjà, pour commencer. Mais, mais alors, si en plus, il n'est pas foutu de s'entraîner pour accrocher les wagons, pour déclencher son projet professionnel, je me dis qu'on est loin, 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 loin du compte pour la fin. Ceci étant posé, effectivement, on peut se dire que tout fout par terre parce que le palier 10 n'est pas atteint, alors qu'il y aura tellement d'autres choses à tester. C'est un premier point. Et puis deuxième point, effectivement, ce qui compte, c'est pas tant ce qui rentre que ce qui sort. Et d'un point de vue accessibilité pour l'emploi, et d'un point de vue business pour les organismes de formation, parce que si on veut qu'il y ait des gens qui soient formés, il faut qu'il y ait des gens pour les former, et on ne peut plus compter sur la jeunesse et sport pour faire ça maintenant. Il n'y a plus ni les ressources, ni la culture. Donc maintenant, ce sont les OF, les derniers remparts pour former les pros de demain. Et en leur coupant les vannes de plus en plus comme ça, en empêchant leurs clients d'accéder aux formations, ce n'est pas aider la formation globale des meilleurs. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, toujours pareil, se remettre toujours en tant qu'OF, en porte-à-faux en début de saison, en ne sachant pas si on va avoir de la chance ou pas dans le recrutement, parce que ça, c'est pas nous qui décidons si les gens qui arrivent, ils ont le niveau pour passer les fameux paliers ou pas. Si on n'a pas de bol et qu'on a une promo pourrie cette année, il n'y aura pas comme au bac où on va remonter les notes à tout le monde et puis mettre à 80%. Ça n'existe pas. Donc on se retrouve avec une promo vide, ou alors un directeur régional qui dit non, cette fois, tu l'ouvres pas ta promo. Et c'est tout un business qui s'effondre avec des employés derrière, des salariés. Enfin, c'est quand même un vrai sujet, des crédits. un vrai scandale. Et il ne faut pas croire que les centres de formation s'en mettent plein les poches, parce que c'est vraiment archi faux. Et il y a tellement de paramètres pour qu'on rentabilise la formation, entre guillemets. C'est pas dans le sport, en tout cas, que les organismes de formation s'enrichissent avec la formation. On peut gagner sa vie correctement, mais c'est pas quelque chose où on va devenir milliardaire. Et je pense qu'on a trop souvent pensé que les centres de formation étaient là uniquement pour remplir leurs poches. Et c'est faux. Et c'est faux parce qu'on est tous des passionnés. Je ne rencontre que des passionnés. D'ailleurs, maintenant, avec ce poste sur le CQP instructeur fitness, j'ai la chance de faire le tour des écoles. Et je peux vous dire que je vois des personnes qui aiment ce qu'elles font. Et qui, le point de départ à faire de la formation, c'est l'envie de transmettre, c'est la pédagogie, c'est l'amour de son métier. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César. J'ajouterais un petit point, Aurélien, si tu me permets, c'est que les DR ont une délégation régionale pour organiser les BP. C'est ce qu'on m'a rétorqué un jour. Quand j'ai dit comment ça se fait qu'à Paris, ils ont droit à faire des BP 100% en distanciel et qu'en région, on n'a pas le droit. Voilà la réponse qui m'a été faite. Donc, on n'est pas non plus tous sur le même point d'égalité, et donc on se retrouve avec des disparités complètement arbitraires en région. On n'a pas le droit parce que quelqu'un a voulu qu'on n'ait pas le droit, et ailleurs on a le droit et ça peut se faire. Donc voilà. Il y a énormément d'inégalités, effectivement, et d'ailleurs c'est comme ça que j'en suis arrivé à œuvrer dans le syndicalisme, parce que le syndicalisme, c'est pas un gros mot, et c'est parce que dans mon centre de formation, je subissais les foudres de la direction régionale, avec des règles changeantes, avec des règles qui étaient au bon vouloir de celui qui les pilotait, et que c'était infernal. Donc c'est là que j'ai commencé à essayer de regrouper, à essayer de discuter avec d'autres centres de formation et à faire des remontées au niveau du ministère. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup évolué sur ce plan-là, au niveau de l'organisation des BP, qui reste de la compétence des directions régionales, et ça donne effectivement des choses assez croustillantes qui font que selon que l'on est à Rennes ou à Marseille ou à Lyon, on n'a pas du tout les mêmes règles finalement. Donc ça, c'est vraiment aussi la chance et la force d'un CQP instructeur fitness, piloté par la branche du sport. Nous, on est délégataire, mais c'est la branche du sport qui est propriétaire de la certification, et les règles s'appliquent partout de la même manière. Et je pense que ça aussi, en termes de lisibilité du titre, en termes de règles de fonctionnement, ça donne un plus à ce titre. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire rentrer nos futurs apprentis dans l'arène des opportunités. Alors, troisième point de notre discussion aujourd'hui, les débouchés, les carrières. Est-ce que
Est-ce qu'on note des différences significatives entre ces deux profils, le profil BP, le profil CQP? Quels vont être les terrains de jeu qui vont s'ouvrir à chaque diplômé? Est-ce qu'il y en a un qui va être plus recrutable que l'autre, plus désirable que l'autre? Est-ce qu'il y a des profils qui vont plus s'orienter sur tel ou tel métier? Puisqu'on sait qu'on forme coach sportif, c'est quand même une grande, c'est un métier un peu multiforme. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Bon, moi, déjà, il y a un truc qui est clair, c'est que quand un employeur va embaucher, il embauche une personne. Il n'embauche pas un titre. Mais c'est hyper important de le rappeler. C'est hyper important de le rappeler. Parce qu'on a tendance à penser qu'au titre. Et en fait, aujourd'hui, quand on est sur la ligne de départ, pour un poste, l'employeur, il va rechercher une personne qui correspond à ses attentes. Et je le disais tout à l'heure, sur des critères qui ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et donc, finalement, ce qui va faire la qualité du diplôme, c'est la personne qui est derrière. Aujourd'hui, dans les premiers passages de CQP instructeur fitness, on a une qualité globale qui est plutôt très, très importante parce qu'on a ces personnes en reconversion qui sont plus matures, qui ont un vécu assez important dans les salles ou dans la pratique. Et donc, on a aujourd'hui, sur les 500 premiers qui vont sortir, on a vraiment une typologie du public qui va plutôt en faveur du CQP instructeur fitness. Hein, j'ai pas peur de le dire. Mais ça ne veut pas dire que le diplôme est meilleur. En fait, c'est le public qui vient. Et c'est là où on a gagné, en fait, parce qu'on a déjà gagné. Parce que le meilleur entraîneur, c'est celui qui a les meilleurs athlètes. Et le meilleur formateur, c'est celui qui a les meilleurs élèves. Exactement. Et ce nouveau public qu'on arrive à faire venir en formation, mais c'est une vraie victoire. Ouais. Parce que finalement, le monde du fitness attendait ça depuis très longtemps. On a une qualité de stagiaire sur le CQP. Ça vient pas du diplôme, ça vient du niveau de la tranche d'âge, voilà. Mais quel plaisir d'avoir des cadras en face de soi qui ont mangé leur peine noire sur un premier métier, qui viennent se reconvertir et qui ont de vrais projets professionnels derrière. Sur le BP, on imagine la sortie du diplôme en salariat et simplement cette possibilité-là. Aujourd'hui, avec l'avènement du CrossFit, le vieillissement de la population, le grossissement, en plus assez nouveau, de la population pendant le Covid et sa remise au sport, ben, on a une population de personnes en face de nous qui ont des vrais projets de création d'entreprise et donc derrière de développement de l'emploi et de création d'emplois. Donc là où ce qu'on n'avait pas du tout en BP. En BP, on avait des jeunes aujourd'hui qui n'imaginaient que trouver du travail. Et donc, et pour autant, qui passaient leur temps sur le téléphone. Là où on a des yeux écarquillés en CQP, qui posent des questions et un niveau de cours au final sur des domaines plus restreints, mais un niveau de cours qui est plus haut. Et quel plaisir, voilà, d'avoir qu'on retrouvait déjà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, le CQP-IF n'a pas inventé ça, on avait déjà ce type de profil sur le CQP ALS AG2E, qui était un diplôme de premier pas dans le sport, en théorie sur le papier, mais qui était un diplôme de reconversion et de personnes qui allaient se tourner petit à petit sur des activités de fitness en auto-entreprise ou sur le milieu associatif ou en retraite. Et donc, ben, on retrouve un petit peu cette population très, très intéressante sur le CQP-IF. Donc, un niveau de cours plus haut chez moi en CQP-IF qu'en BP où on passe notre année à bachoter. Après, on a le mythe, on a aussi le mythe de la préparation physique. Hein. C'est-à-dire, bien sûr que quand on épouse ses carrières, et je pense surtout à la musculation, au coaching personnel, on a beaucoup de personnes qui rêvent de la préparation physique. Et elles ont le droit d'ailleurs d'en rêver. Simplement, il faut juste qu'elles sachent que ce ne soit pas possible que dans un CQP instructeur fitness, et même dans un BP, on enseigne ce qui va permettre de devenir préparateur physique pour entraîner le PSG ou l'Olympique Lyonnais. Donc, et ça, c'est un vrai hiatus parce qu'on a tendance à laisser croire qu'en sortant d'un diplôme BP, on va être un préparateur physique. Et Aurélien, tu le sais, Didier aussi certainement, on ne devient pas préparateur physique en une formation d'1 an, même de 2 ans. Et donc, c'est tout un parcours. Même de 5 ans. Voilà. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de mythes sur ce qu'on peut faire. Donc, tu parlais de débouchés de métiers. Je pense qu'il y a le droit de travailler, c'est ce qu'offre un diplôme comme le CQP. Et puis après, il y a la compétence pour aller plus loin. Et on en revient à la formation continue. Donc, de toute façon, je crois que la guéguerre qui se tient actuellement sur c'est pas bien le CQP, c'était mieux avant, etc., pour moi, c'est un faux débat.
on se trompe de combat, en fait. Ouais, je peux témoigner un petit peu de ce que vous avez tous les deux rapporté. J'en suis à ma deuxième promo, moi, de CQP dans laquelle j'interviens, puisque j'ai pu intervenir à Aix-en-Provence, à Planet Fitness, chez Jobifit, et puis j'ai pu intervenir chez Damalis à Pau, chez toi, Didier. Et effectivement, les deux promos auxquels j'ai été confronté avaient un niveau d'éveil et d'engagement étonnamment plus élevé que celui auquel je suis confronté habituellement en BP. Et encore, en BP, habituellement, moi, j'interviens déjà dans des BP plutôt haut de gamme, hein, celui qui était copiloté avec Transfert et la Fédération d'haltérophilie, le tien aussi, Didier, bon, le BP de l'INSEP. Force est de constater qu'il y a moins de gens qui ont vu de la lumière et qui sont venus comme ça, et que ce sont des gens qui sont dans un projet professionnel, voire déjà un peu engagés dedans, et qui, derrière, n'envisagent absolument pas de s'arrêter là. Et c'est ça la grosse différence. À aucun moment, ils envisagent que ce soit une fin en soi. Ça n'est qu'un passage réglementaire nécessaire, un démarrage conceptuel pour les mettre sur des rails et ouvrir des fenêtres. Et ça, il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études pour ça, pas même une année, en fait. Effectivement, des formations courtes et percutantes qui vont droit au but, qui ouvrent bien les chakras. Et derrière, j'ai envie de dire, finalement, on s'en fout du niveau du Luc Léger. Les meilleurs resteront en vie de toute façon. Ce sera de toute façon la loi du plus adaptable, du plus. On est dans des métiers mutants qui de toute façon nécessitent qu'on se remette en cause, peut-être pas tous les 6 mois ou tous les ans, mais à minima tous les 3 ou 4 ans. Et je ne vois pas les choses du tout comme les gens qui effectivement font vivre cette petite guéguerre, Guillaume, puisque de toute façon, pour moi, la formation BP, telle qu'elle est pratiquée depuis 10 ans, est insuffisante en termes de formation initiale. Et donc, on est déjà nécessairement dans quelque chose de continu. Donc, je partage complètement votre point de vue en la matière. Et donc, si j'évolue sur notre 4e et dernier point, le grand dilemme n'en est plus un, en fait. Le choix des champions, ça me paraît assez évident. Il faut, enfin, je pense que je me fais votre voix à tous les deux, mais il faut s'engager le plus vite possible sur un CQP qui vous engagera le plus vite possible dans ce métier d'artisanat qu'est le coaching et qui vous mettra tout de suite aux prises avec la réalité et le monde du travail pour commencer véritablement votre formation tout au long de la vie. Est-ce que j'emballe bien le débat en disant ça? Super bien. Mais après, moi, je le nuancerai un tout petit peu. C'est-à-dire que. Et moi aussi, j'allais le nuancer. Nuancez-moi, les gars, mais j'ai besoin d'être nuancé de temps en temps. Et pour le coup, voilà, je vais parler du BPGEPS parce que je connais bien aussi, et puis à travers les discussions que j'ai avec les organismes de formation. Aujourd'hui, le BPGEPS, il correspond aussi à certains publics et donc à un besoin de se former dans un temps un peu plus long. On parlait de l'âge, par exemple. Il est évident qu'un jeune qui sort du lycée ou d'un bac+2, il a certainement besoin d'un peu plus de temps parce que maturation, parce que voilà, s'exprimer devant un public, on l'a tous vécu au début, c'est pas si simple. Et donc, je pense que le BP continue à correspondre à un certain profil qui a besoin de se former dans un temps plus long. Donc, je crois que les premières expériences montrent que les deux cohabitent. Et moi, je pense que il est important aussi d'avoir plusieurs schémas possibles de formation. Après, bien évidemment, le CQP instructeur fitness, on l'a dit tout à l'heure, il est plus dans l'air du temps, de par sa coloration, de par ses intitulés, de par, déjà, ne serait-ce que son nom, instructeur fitness. Partout en Europe, on parle d'instructeur fitness. J'ai eu le plus grand mal à faire accepter cette idée de nom au départ au niveau de la branche du sport. Parce qu'on était dans le animateur sportif, on était dans le… Ouais, dans des réflexes des années 90. Donc, je crois aussi que la coloration et l'image que l'on donne à ce diplôme, elle plaît dans sa faveur. Ça, c'est sûr. Aurélien, tu as connu ça à une époque quand tu as commencé à appeler les diplômes coach altéro à la Fédération française d'haltérophilie et ça a dû grincer des dents à l'époque, je me souviens. Ah, j'ai encore 1 ou 2 couteaux dans le dos. Ouais. Moi, je compléterai juste l'argument de Guillaume. Moi, j'allais effectivement nuancer tes propos, Aurélien, avec cet argument d'âge. Certains ont besoin quand même d'une formation un petit peu plus longue. Dommage, trop vaste, mais heureusement qu'elle est longue. Et le système de financement aussi, quand on a moins de 21 ans, c'est le contrat d'apprentissage.
je dis aux jeunes, ne partez pas vers un CQP qui ne sera pas finançable, forcément. On ne va pas aller puiser dans les économies de papa-maman. Donc, partez sur un contrat d'apprentissage. Quand on a trouvé un employeur qui veut un contrat d'apprentissage, et il y a encore des employeurs qui ont ce réflexe-là, qui va changer. Il y a 5 ans en arrière, les employeurs n'avaient pas le réflexe d'employer en contrat d'apprentissage les apprentis BP. Donc, les aides financières de l'État y ont beaucoup contribué aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, heureusement. Merci l'État. Voilà. Ouais. Bon, moi, j'aimerais préciser un truc aussi, c'est que on parle effectivement, c'est l'objet de ce podcast, hein, de parler ici du CQP versus le BP, mais dans le cadre de formations plus longues, et je te rejoins complètement, Guillaume, c'est un vrai sujet. Il y a cette notion de maturité, on n'apprend pas que le métier dans notre formation, on apprend aussi un peu la vie quelque part. Et des fois, il faut apprendre à devenir un homme ou une femme avant de devenir un professionnel, c'est vrai. Et les générations actuelles sont peut-être un peu moins matures en la matière que l'étaient les précédentes. Donc, effectivement, pour certains publics, prendre le temps, c'est important. Il faut l'entendre. Et il y a d'autres formations qui existent, hein. Il faut qu'on soit exhaustif dans la présentation qu'on fait. Il y a aussi des DUST, métiers de la forme, qui se font sur 2 ans, qui se font à l'université, qui permettent d'expérimenter la vie en fac aussi, de rencontrer plus de gens de différentes origines, de peut-être ouvrir des perspectives professionnelles, de prendre le temps de réfléchir. Cela dit, ce n'est pas incompatible en termes de rythme de formation avec un CQP. Si vous voulez vraiment maximiser vos chances et apprendre plein de trucs, vous pouvez faire les deux. J'aurais le même raisonnement avec une licence STAPS, par exemple une licence entraînement. Évidemment, la déconnexion historique avec le terrain qu'on lui connaît, hein, c'est un endroit où on apprend plus qu'on ne pratique, j'allais dire plus qu'on ne comprend, mais ce serait un peu exagéré, plus qu'on ne pratique. Et je suis moi-même universitaire, je peux me permettre. Et je suis très universitaire, j'en ai 2 des masters. Et pourtant, quand j'ai passé, alors à l'époque c'était des DUG, en même temps, j'ai passé mon brevet d'État, et ça rentre très bien parce qu'on n'a pas des semaines débordées en fac de sport. Hein. J'ai fait de même. J'ai fait de même en athlétisme. Et voilà, et c'est un beau double cursus. Pour le coup, je pense que justement, faire une licence entraînement et un CQP, c'est un combo d'enfer. Et c'est ça pour moi, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur l'Arlésienne de la prépa physique. Si vraiment vous voulez devenir prépa physique, demain, je vous conseille vraiment de faire ça. Je vous conseille de faire une licence entraînement et de combiner ça dès à présent avec un CQP et de ne pas lâcher l'affaire sur les formations complémentaires sous forme de blocs, comme on les propose dans les différents instituts. On arrive à la fin de l'épisode. C'est le temps de passer à l'action, les amis. Hein. Si vous voulez vous former à Paris, c'est avec moi et mon orchestre, avec Rudy Koya, Tom Serboneski, Nico Marietan, Mathieu Delalande, Ben Dumortier, Olivier Bollier, rien que ça. Donc vous avez de quoi venir apprendre avec nous les ficelles du métier. On se fera un plaisir de vous accueillir dès septembre dans un nouveau CQP parisien. Et puis si vous êtes dans le sud, alors c'est plutôt dans la jolie ville de Pau que ça se passe. Chez mon copain Didier, Adamalis. Et moi, je préciserais quand même qu'on en est à une trentaine d'organismes de formation habilités sur le territoire national et que, bien sûr, moi, je ne suis pas là pour faire la promotion des uns ou des autres, mais de tous. Et qu'on a une carte de France interactive sur le site cqp-fitness.fr qui permet d'avoir la liste de tous les organismes habilités et de se situer au niveau de sa géographie pour voir où ils sont. Donc, bien entendu, j'ai un devoir de réserve en ce qui me concerne pour que tout le monde soit traité de la même manière. Et tu as bien raison de l'exercer. Et effectivement, recherchez près de chez vous. Il y a plein de gens de valeur qui s'engagent dans ce projet. Il l'a dit, Guillaume, tout à l'heure. Des passionnés avant tout, des gens qui ont vraiment envie de transmettre. Et c'est ça qui doit prévaloir dans votre choix de l'endroit. Une fois que vous avez choisi le diplôme et que vous cherchez l'endroit, rencontrer les gens, aller les voir. Discuter avec eux de leur parcours, de leur vision, et vous voyez si ça colle avec ce que vous voulez faire. Tous les liens, en tout cas, pour les 2 organismes qu'on a présentés avec Didier sont en description de l'épisode, évidemment.
Commentez, donnez-nous votre avis sur tout ce qu'on a raconté ici. Réagissez en bien, en mal. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on respecte tout ça. Et on sera content de continuer à débattre avec vous par écrit dans les commentaires, mais aussi au cours d'autres épisodes. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Guillaume, Didier, franchement, c'était super sympa, hyper enrichissant. J'ai redécouvert plein de choses sur ces parcours. Ça fait toujours réfléchir de se poser une bonne demi-heure comme ça pour discuter de tout ça. Vous revenez quand vous voulez dans le podcast. C'était un grand plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. C'était un grand plaisir, Aurélien. J'en déduis simplement qu'il y a qu'à Pau qu'on apprend la masse traîneur pendant le CQPIF. Voilà. En tout cas, ça, pour le coup, il n'y a pas de droit de réserve. C'est le meilleur endroit pour apprendre. Je vous en ferai faire un peu, mais je n'ai pas le niveau de Didier. Donc vraiment, la masse traîneur, c'est à Pau que ça se passe. En tout cas, merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci Aurélien. Au revoir Didier. À bientôt. Salut Guillaume.